Dès son premier jour, la nounou emmena la fille de son employeur à la rivière. Pourtant, la petite fille ne semblait opposer aucune résistance. Peu de temps auparavant, la mère de la fillette venait de décéder. Mais le jour des funérailles, le père était impatient de présenter une collègue aux enfants. Les enfants s'y opposèrent instinctivement. Avec la disparition de leur mère, le foyer sombra instantanément dans le chaos le plus total. La fille aînée a ouvert le cuiseur à riz et a constaté que le riz était avarié. La cuisine était tellement sale qu'il était impossible de commencer à la nettoyer. Soudain, la fille aînée a aperçu par la fenêtre une femme mystérieuse debout devant leur porte d'entrée. À ce moment-là, ses deux jeunes frères se sont précipités vers elle pour lui demander si le petit déjeuner était prêt. N'ayant pas d'autre choix, Gion s'est précipité dans la chambre de sa mère pour réveiller sa petite sœur afin qu'elle prenne son petit déjeuner. Pendant ce temps, le père, qui s'était caché dans la salle de bain, est lentement sorti. Minsoc semblait avoir quelque chose à annoncer aux enfants. À ce moment-là, la sonnette retentit. Gion ouvrit la porte et trouva une jeune femme debout, le visage impassible. Minsoc se figea en la voyant. Monica se présenta comme la nounou envoyée par l'agence domestique. Elle sortit ensuite des pantoufles de son sac et entra dans la maison. Minsoc annonça officiellement aux enfants qu'à partir d'aujourd'hui, il emploierait une nounou pour s'occuper des besoins quotidiens de la famille. Car après aujourd'hui, la période de deuil de 49 jours de votre mère sera terminée. La plus jeune fille demanda ce qu'était la période de deuil de 49 jours. Minsoc ne savait pas comment l'expliquer. À ce moment-là, Monica donna une explication raisonnable. Elle commença ensuite à inspecter chaque recoin de la maison. Alors que Minsoc s'apprêtait à partir au travail, Monica s'avança soudainement et ajusta méticuleusement sa cravate. Lorsque Minsoc rentra chez lui ce soir-là, il fut complètement stupéfait. La maison avait été complètement transformée. La plus jeune fille a fait visiter chaque pièce à son père, s'émerveillant du travail accompli par Monica, qui avait rendu la maison comme neuve. Mais des anomalies sont rapidement apparues. Au dîner, la famille a regardé avec étonnement la table chargée de plats. Mais lorsque les enfants ont commencé à manger, quelque chose de suspect s'est produit. Pourquoi ces plats avaient-ils exactement le même goût que ceux préparés par leur mère? Monica est restée parfaitement calme, affirmant qu'elle avait simplement suivi les recettes laissées par leur mère. Après avoir entendu cette explication, tout le monde resta à moitié convaincu. Mais juste au moment où la nounou s'apprêtait à partir, Minsoc mentionna quelque chose. Plus tôt dans la journée, l'agence de placement l'avait appelé pour un sondage de satisfaction. Ils avaient dit que Monica avait des compétences exceptionnelles, tout ce que l'employeur lui demandait, elle pouvait le faire. Ils avaient même ajouté en riant, vous pourriez lui demander de tuer quelqu'un, elle oserait le faire. En entendant cela, les enfants ne purent s'empêcher d'avoir des sueurs froides. Heureusement, tante Seonmi arriva à ce moment-là, permettant à tout le monde de pousser un soupir de soulagement. Il s'est avéré que le lendemain était l'anniversaire de la plus jeune fille, Jimin. Seonmi a promis de lui offrir le cadeau de son choix. Mais Jimin a simplement répondu qu'elle voulait seulement voir sa maman. Sa demande a immédiatement laissé tout le monde perplexe. Mais à ce moment-là, Seonmi a jeté un coup d'œil à la photo et a accepté de manière inattendue. Minsoc a observé sa belle-sœur peu fiable et l'a rapidement entraînée hors de la pièce. Jimin était folle de joie à l'idée de revoir sa mère le lendemain. Comme prévu, le lendemain, après que la nounou soit venue la chercher, sa mère est apparue à l'endroit habituel. Jimin s'est précipité vers elle, s'est accroché à sa mère et lui a fait part de son immense nostalgie. À ce moment-là, Seonmi a brusquement tourné la tête. Toute la joie de Jimin s'est instantanément évanouie. À l'heure du dîner, Seonmi a préparé un festin pour remonter le moral de Jimin. Mais Jimin pleurait, exigeant de voir sa mère. Seonmi lui suggéra de la considérer comme sa mère à partir de maintenant. Jimin la repoussa en pleurant que c'était la place de sa mère. Elle déchira ensuite le vêtement qui appartenait à sa mère. Seonmi, à la fois embarrassée et bouleversée, s'enfuit de la pièce. Jion, témoin des sanglots incontrôlables de sa petite sœur, entra instantanément dans une rage folle. Elle ordonna à la nounou de jeter tous les vêtements de sa mère. Monica, après avoir reçu l'ordre, rassembla rapidement les vêtements de la maîtresse et les jeta dehors. Juné demanda à son père pourquoi il n'était pas intervenu, mais celui-ci resta silencieux. Jion confronta son père, lui demandant s'il avait prévu cela depuis longtemps. Monica mit ensuite le feu à tous les vêtements, les réduisant en cendres. À ce moment-là, le deuxième fils, Jinwo, fit éruption et frappa la nounou au visage. Jimin croyait encore naïvement que sa mère était morte à cause de sa malédiction. Ce jour-là, maman l'avait forcé à manger les tomates cerises qu'elle détestait le plus. Alors, en colère, elle avait dit « Maman, disparais ». Ses frères et sœurs regardaient leur petite sœur avec le cœur brisé. Mais aucun d'entre eux ne savait que c'était en fait leur père qui avait causé la mort de leur mère. Les voisins, entendant le vacarme, arrivèrent soudainement. « Maintenant que votre mère n'est plus là, vous feriez mieux de bien vous comporter. » Après tout, c'était déjà un foyer brisé. En entendant cela, Monica a immédiatement dirigé le tuyau d'arrosage vers la voisine. Plus tard, Minsoc a exprimé sa gratitude à la nounou. Monica, cependant, est restée impassible et s'est préparée à partir. Mais Minsoc l'a rappelé une fois de plus, lui demandant de ne plus jamais emmener les enfants près de cette rivière. Si Jinwo n'était pas intervenu rapidement cette fois-ci, ils auraient été en grand danger. Jimin a menti, prétendant que sa chaussure avait dérivé dans la rivière, ce qui a incité la nounou à l'accompagner pour la chercher. Mais Minsoc a sévèrement interdit à la nounou de s'approcher à nouveau de cette rivière, car c'est dans cette même rivière que sa femme avait trouvé la mort prématurément. Monica l'a confronté,
lui demandant s'il avait l'intention de considérer la mort de sa maîtresse comme un simple accident. Min-sok s'est demandé si Monica avait découvert quelque chose. Il s'est avéré que Monica avait accidentellement découvert la lettre de suicide de sa femme en triant des vêtements. Prévenante, elle l'avait épinglée à l'endroit le plus visible. Min-sok s'est senti défaillir en lisant son contenu. Le lendemain, il a demandé à Monica pourquoi elle avait placé la lettre à cet endroit. Il lui a ordonné de la détruire immédiatement. À ce moment-là, Ji-yeon est soudainement apparu et a saisi la lettre. Après avoir lu son contenu, elle était restée figée sous le choc. La lettre révélait que sa mère s'était suicidée, incapable de supporter l'infidélité de son père. Le soir même, Ji-yeon avait cherché Monica et lui avait donné un ordre. Trouver la femme mentionnée dans la lettre de suicide de sa mère. Ji-yeon avait remis à Monica la lettre de sa mère. Déterminée à ce que tous les employés de l'entreprise de son père apprennent sa transgression. Monica avait pris la lettre et s'était retournée pour partir sans un mot. Pendant ce temps, Min-sok était à l'entreprise, occupé à gérer un projet crucial. Au cours de sa présentation, il exploita la mort tragique de sa femme pour gagner la sympathie de tous. Il était sur le point d'obtenir une promotion. Mais à ce moment-là, un subordonné se précipita vers lui et lui tendit frénétiquement un tract. Min-sok écarquilla les yeux, sous le choc. À ce moment-là, Monica se tenait dans le hall de l'immeuble de bureau. Comme un robot, elle répétait mécaniquement le scandale de Min-sok. Ses mains continuaient à distribuer les tracts. Les agents de sécurité ont tenté de l'escorter dehors, mais elle a continué à avancer pour continuer à les distribuer à l'extérieur. La subordonnée de Min-sok a immédiatement repéré les tracts et est devenue verte de choc. Peu après, Min-sok a été convoqué par la direction de l'entreprise et n'est rentré chez lui que dans la soirée. En entrant dans la maison, il a immédiatement reproché à sa fille d'avoir causé un énorme désordre et lui a ordonné d'entrer pour en discuter. Contre toute attente, Ji-yeon a insisté pour dire ce qu'elle avait à dire devant tout le monde. Au cours de la dispute qui s'ensuivit, Ji-yeon, furieuse, jeta la lettre de suicide de sa mère sur la table. Ses deux jeunes frères lurent le contenu et furent complètement stupéfaits. Leur mère n'était pas morte dans un accident, elle s'était suicidée à cause de la trahison de leur père. Juné demanda si leur père avait jamais aimé leur mère. À leur grande horreur, Min-sok répondit « Je ne sais pas si j'ai jamais aimé votre mère non plus ». Cela brisa complètement le cœur de tous les enfants. Toute la famille sombra dans le chaos, personne ne sachant comment résoudre la situation. Jin-woo supplia la nounou d'intervenir et de trouver une solution. Contre toute attente, Monica déclara qu'il s'agissait d'une affaire familiale et qu'elle ne s'en mêlerait pas. À ce moment-là, Ji-yeon attrapa sa petite sœur et exigea que tout le monde quitte la maison avec elle. Face au départ de sa sœur, Juné demanda à leur père pourquoi il ne les avait pas arrêtés. Cela était illégal qu'elles partent toutes, mais tout ce qu'ils obtinrent en réponse fut son silence. Monica a préparé les cartables des enfants et les leur a remis. N'ayant nulle part où aller, les 4 enfants ont pris un bus pour se rendre chez leur grand-père. Min-sok et Monica se sont retrouvés seuls dans la pièce. Min-sok a avoué à Monica qu'il n'était pas sûr d'aimer vraiment ses propres enfants. Avant leur mariage, sa fille aînée avait été conçue par accident. Sa femme avait menacé de se suicider si l'enfant était avorté. Plus tard, il avait cru à tort qu'avoir plus d'enfants renforcerait leur mariage. Mais la vie n'avait fait que devenir plus amère par la suite. Monica l'interrompit brusquement, déclarant qu'elle devait partir travailler. Le lendemain matin, Min-sok regarda Monica cuisiner avec un contentement inattendu. Il remarqua que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas goûté ce plat. Car chaque fois que les enfants étaient à la maison, il se plaignait que les intestins de porc avaient une odeur trop forte. Min-sok admit qu'il n'avait plus besoin de jouer en permanence le rôle du père parfait. Depuis qu'il avait 4 enfants, il se sentait comme un oiseau incapable de voler librement. Mais alors qu'il s'apprêtait à exprimer davantage ses sentiments, Monica l'interrompit. Il serait en retard au travail s'il continuait à parler. Min-sok se mit immédiatement en colère. Monica était en partie responsable de la situation actuelle de leur foyer. Il annonça officiellement qu'il licenciait Monica avec effet immédiat. Monica remit rapidement les clés, l'argent restant et tous les reçus à Min-sok. Elle a remercié son employeur poliment et professionnellement avant de partir. À ce moment-là, les 4 enfants étaient divisés. Ji-yeon et Jin-woo haïssaient amèrement leur père et avaient juré de ne plus jamais lui parler. Mais Juné estimait que même si leur père était effectivement en tort, leur mère n'aurait pas dû les abandonner en mettant fin à ses jours à cause de ses erreurs. De plus, leur mère n'avait pas été délibérément tuée par leur père, ils devaient séparer leurs émotions de la réalité. Et qu'en était-il de leurs frais de subsistance et de leurs frais de scolarité à l'avenir ? Jin-woo s'est immédiatement disputé avec son jeune frère à ce sujet. Ji-yeon a insisté sur le fait qu'il ne pouvait en aucun cas rentrer à la maison pour le moment. Ji-min a alors suggéré à son deuxième frère de demander de l'aide à Monica, la nounou. Cependant, Monica a insisté pour qu'il la paie à l'heure. Ji-min a donc secrètement emprunté de l'argent à leur tante. Elle s'est ensuite rendue seule à l'agence domestique et a trouvé Monica. Afin de persuader ses frères et sœurs de se réconcilier avec leur père, Ji-min a demandé à Monica de la kidnapper. Si la famille ne faisait pas amende honorable, elle mettrait fin à ses jours. À ce moment-là, Monica a livré la boîte en fer qui était tombée plus tôt. À l'intérieur se trouvaient de petites pierres représentant chaque membre de leur famille. Mais la pierre représentant Min-sok manquait. Introuvable. Ji-min a supplié ses frères et sœurs de pardonner à leur père. Mais ils n'ont montré aucune réaction. Elle s'est tournée vers son père pour lui demander s'il avait vu la lettre qu'elle lui avait écrite. La réponse de Min-sok a été simplement « Je suis désolé ». Tous les enfants ont été une fois de plus blessés par leur père. À ce moment-là,
L'alarme de Monica a sonné. Ses 5 heures de travail avec Jimin étaient terminées. Jion déclara que c'était là la vraie nature de leur père. Elle suggéra même qu'il quitte le foyer. Jinwoo rétorqua qu'il n'avait pas commis d'erreur et que c'était leur père qui devait partir. Mais Seonmi répliqua, sans adulte. Comment vous débrouilleriez-vous, les enfants? Contre toute attente. Jion déclara qu'elle avait trouvé quelqu'un pour remplacer leur mère et s'occuper d'eux. Cette personne était Monica, la nounou qui ne souriait jamais. Jion demanda à leur père, c'est toi qui pars. Ou c'est nous? Min-sok dit aux enfants qu'il partirait, mais qu'il continuerait à payer la nounou. Au moment de se séparer, Monica tendit la pierre perdue à Min-sok. Le même jour, Juné eut des problèmes à l'école. Étant le plus brillant mais aussi le plus petit, il devint la cible des moqueries de plusieurs camarades de classe plus grands que lui. Au début, ils se contentèrent de lui demander de leur acheter des snacks, en lui demandant expressément de recharger sa carte de bus le lendemain. De retour à la maison, Juné a décidé de s'échapper de cet endroit en s'inscrivant dans une école secondaire internationale. Le lendemain étant le dernier jour d'inscription et nécessitant un entretien avec les parents, il n'avait d'autre choix que de demander à la nounou d'appeler son père. Pendant ce temps, Min-sok rôdait près du domicile de sa subordonnée et l'a vu être secrètement raccompagné chez elle par un collègue masculin. En apprenant qu'il y avait un entretien à l'école à 15 h l'après-midi suivant, Min-sok a immédiatement accepté. Juné poussa enfin un soupir de soulagement. Mais après le dîner, il s'approcha de la nounou avec hésitation et lui demanda de lui prêter de l'argent. Monica lui répondit qu'elle pouvait lui prêter, mais qu'il devait lui expliquer pourquoi. Juné lui donna plusieurs excuses, mais Monica ne fut pas dupe. Comme il n'avait plus de crédit sur sa carte de bus, il n'avait d'autre choix que de se rendre à l'école à pied. Pendant ce temps, l'alarme de Min-sok sonna, lui rappelant son rendez-vous avec le professeur à 15 h. Sora, cherchant à se protéger, a prétendu que Min-sok avait été à l'origine du harcèlement. En conséquence, Min-sok a été rétrogradé par l'entreprise et affecté à un chantier de construction. À ce moment-là, un collègue est arrivé pour l'informer d'une tâche urgente, et Min-sok a dû partir immédiatement au travail. La tâche de rencontrer le professeur est naturellement revenue à Monica. Contre toute attente, assise en face d'eux se trouvait une enseignante qui était pour la première fois titulaire d'une classe. Elle n'avait pratiquement aucune expérience avec les élèves candidats à des écoles secondaires internationales. La situation est immédiatement devenue le domaine de Monica. Elle a rapidement expliqué au professeur principal comment s'assurer que la candidature de Juné à l'école secondaire internationale répondait aux exigences. Mais alors que Monica s'en allait, elle a été témoin de cette scène. Juné était à nouveau accosté par ses camarades de classe. Cette fois-ci, en apprenant que Juné n'avait pas d'argent, ils sont devenus encore plus effrontés, lui demandant de les aider à tricher à l'examen de mathématiques de la semaine suivante. Aucun des deux n'a mentionné l'incident à leur retour à la maison. Le lendemain, Juné a de nouveau été acculé dans les toilettes par ses camarades de classe. Cette fois-ci, leurs exigences ont considérablement augmenté. Ils ont exigé que Juné obtienne une note parfaite à l'examen de mathématiques du lendemain et qu'elle leur transmette les réponses. La moindre erreur lui vaudrait 100 coups de fouet. Ils ont également insisté pour qu'elle continue à porter ses chaussures jusqu'à la fin de l'examen avant de les laver. Sur le chemin du retour, Juné a croisé sa petite sœur et la nounou qui sortaient de l'école. Dès que sa sœur s'est approchée, elle a senti une odeur nauséabonde. Juné a reculé maladroitement. Ce n'est pas grave, se hâta de dire sa sœur. Monica peut les laver pour toi. Mais juste au moment où ils arrivaient à la maison, Juné dit soudain à sa sœur de rentrer seule. Il avait quelque chose à discuter en privé avec Monica. Juné demanda à la nounou, si quelqu'un vous intimide, vous oblige à passer un examen à sa place, exige une note parfaite, vous menace de 100 coups de fouet pour chaque erreur et que vous ne pouvez pas vous défendre, que devez-vous faire? Monica répondit, c'est un problème que vous devez résoudre vous-même. Juné insista, comment puis-je garantir une note parfaite? Monica répondit, si je connaissais les questions de l'examen à l'avance. Après avoir réfléchi, Juné ordonna brusquement à Monica de voler les sujets d'examen. Sous le couvert de l'obscurité, Monica se rendit effectivement à l'école. Le gardien de sécurité n'aurait jamais imaginé que quelqu'un oserait voler des sujets d'examen en pleine nuit. Bientôt, la porte s'ouvrit et Monica remit les sujets à Juné. Juné fixa les copies, complètement incrédule. Mais à ce moment-là, son camarade de classe tyrannique lui envoya un nouveau SMS. À cet instant, une pensée malveillante lui traversa l'esprit. Il ordonna à Monica de donner une leçon à ce camarade de classe. Car Juné savait très bien qu'en les aidant maintenant, il ne ferait que leur donner envie de lui demander encore plus tard. Il s'écria, ce garçon deviendra sûrement un criminel quand il sera grand. Monica exigea en fait que Monica tue ce camarade de classe. À l'heure du dîner, Monica avait effectivement disparu. Juné était assis là, l'esprit ailleurs, car Monica avait déjà retrouvé la trace de ce groupe de camarades de classe. Alors qu'elle s'apprêtait à étrangler le garçon, Juné se précipita soudainement. Juné n'avait pas imaginé que la nounou oserait réellement tuer pour lui. Quand il entendit les paroles arrogantes du camarade de classe, il se tourna vers Monica pour lui demander quoi faire. Monica lui dit de s'occuper lui-même du reste. Juné, d'ordinaire timide, influencé par la nounou, pour une raison quelconque, il trouva soudain le courage de se précipiter sur ses camarades de classe. Au lieu de cela, il fut roué de coups. Monica sortit une trousse de secours préparée à l'avance de son sac et banda délicatement les blessures de Juné. Sur le chemin du retour, Juné demanda à nouveau à Monica, compte tenu de la situation, s'il devait mémoriser les réponses et les aider à obtenir 100% demain. Cette fois-ci, cependant, Monica lui posa brusquement une question, pourquoi voulait-il fréquenter le lycée international? Le lendemain,
Dans la salle d'examen, Junet a rapidement répondu à toutes les questions et a transmis le message à Jacques comme promis. Mais lorsque le professeur a distribué les copies, Jacques a été stupéfait, toutes les réponses étaient fausses. Face à l'indignation furieuse de Jacques, Junet a déclaré qu'il avait lui aussi obtenu 0. Si Jacques avait encore besoin de son aide pour les examens finaux, il serait toujours prêt à l'aider. Il s'est avéré que Junet n'avait finalement pas ouvert les copies volées cette nuit-là, restant fidèle à ses principes. Pendant l'examen, il avait délibérément évité toutes les bonnes réponses. Pendant ce temps, Monica venait de finir d'expliquer la seule question qu'il n'avait pas comprise pendant l'examen. Junet confia à Monica que son désir de fréquenter l'école internationale était en fait motivé par le désir de gagner les éloges de sa mère. Il avait réfléchi la veille au fait que sa mère, qui était au ciel, ne voudrait sûrement pas qu'il fasse quelque chose de mal. Et c'est pourquoi il avait pris cette décision. Mais hélas, il avait également obtenu 0 à cet examen. L'école internationale était désormais hors de portée, et la promesse qu'il avait faite à sa mère restait non tenue. Pourtant, à sa grande surprise, Monica, d'ordinaire sévère, déclara soudainement « Junet, tu as fait un travail remarquable ». À ce moment-là, une paire de baskets blanches immaculées était posée tranquillement près de la porte. Ce jour-là, Junho découvrit une lettre dans la boîte aux lettres de sa famille. Son contenu le laissa complètement abasourdi. « Ta nounou est une meurtrière ». À ce moment-là, Monica s'était discrètement glissée derrière lui. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Junho repensa aux actions de Monica, les trouvant de plus en plus troublantes. En tant que fils aîné, il ressentait le poids de la responsabilité de protéger sa famille. Junho se précipita donc au poste de police cette nuit-là pour porter plainte. Lorsque les agents lui demandèrent le numéro de portable, l'adresse et d'autres informations permettant d'identifier Monica, il prétendit ne rien savoir. La police considéra qu'il s'agissait d'une farce enfantine et le renvoya chez lui. Cette nuit-là, Junho commença à faire des cauchemars récurrents. Il rêvait que Monica aspergeait sa maison d'essence, avec l'intention de brûler vifs tous les membres de sa famille. Cela ne fit que renforcer sa conviction que quelque chose n'allait vraiment pas chez Monica. Désormais, la simple vue de Monica remplit Junho d'effroi. Alors qu'il boit son lait, il entend soudain le bruit de légumes coupés. Puis le bruit s'arrête brusquement. Junho se précipite à l'agence domestique pour se plaindre et exiger des informations sur les antécédents de Monica. Au lieu de cela, il est accueilli par les moqueries du directeur. Ce dernier insiste sur le fait que Monica ne peut pas être une meurtrière et promet d'assumer la responsabilité si quelque chose arrivait. Junho n'a pas d'autre choix. De retour chez lui, Junho réunit immédiatement sa sœur aînée et son jeune frère pour une réunion, soulignant qu'il ne s'agit pas d'une question insignifiante. Monica se comportait de manière suspecte depuis son arrivée chez eux. Si elle était une meurtrière, les enfants de la maison seraient tous condamnés. Junho demanda à sa sœur aînée de contacter leur père, qui était absent, pour lui expliquer la situation et insister pour remplacer la nounou. Pendant ce temps, il chercha sur Internet des informations sur Monica. En naviguant, il tomba soudain sur un profil intitulé « Mademoiselle Monica » et cliqua dessus. Immédiatement, une vidéo d'une femme adulte voluptueuse en train de danser apparut. Alors que Junho se trouvait inconsciemment absorbé, l'air devint soudainement immobile. Monica lança un regard significatif à Junho avant de se retourner et de partir. Ce soir-là, Junet s'approcha avec l'ordinateur portable et demanda à sa sœur « C'est toi qui l'as cassé ?» Jimania. Alors il se tourna vers la nounou. Mais à ce moment précis, Junho se précipita en avant, interrompant précipitamment leur conversation. Junet pressa à nouveau la nounou. « Tu as vu qui l'a cassé ?» Monica intervint pour dire que c'était Junho, qu'elle l'avait surpris en train de regarder des vidéos inappropriées. Paniqué, Junho jeta l'ordinateur portable par terre. En entendant cette explication, Junet faillit exploser de rage. Jian apparut également. Avec la maison dans cet état, tu te permets de paresser en regardant des cochonneries sur Internet ? Junho s'empressa d'expliquer qu'il faisait des recherches sur Monica sur Internet pour la sécurité de tous. La vidéo était apparue toute seule, et il ne comprenait pas comment Monica avait pu la voir, tant il avait été malchanceux. Après avoir entendu cette explication, Junet secoua simplement la tête. Tout le monde pensait que la lettre rédigée par Junho, accusant la nounou de meurtre, n'était qu'une blague. À ce stade, Junho était absolument furieux. Il emporta même son mauvais caractère à l'école, se battant immédiatement lorsqu'il fut provoqué par un camarade de classe. Résultat, Junho fut expulsé de l'équipe de basket par l'entraîneur. De retour à la maison, Junho se mit à s'apitoyer sur son sort, convaincu qu'il était complètement inutile. Il a complètement arrêté d'aller à l'école, passant ses journées à jouer à des jeux vidéo chez lui. Mais voir Monica ne faisait que le rendre encore plus furieux. Il a donc ordonné à Monica de jouer avec lui. Le résultat, défaite après défaite. Il était de plus en plus humilié, tandis que Monica devenait de plus en plus habile. Soudain, Junho a proposé un autre jeu, défier Monica à un match de basket. Mais ce qui a suivi a été dévastateur. Monica tirait comme Michael Jordan, marquant chaque panier. Junho était complètement dépassé, jouant jusqu'au désespoir. Pourtant, ce soir-là, il fut témoin d'une scène qui le remplit de rage. Il s'avéra qu'un homme mystérieux traquait Monica depuis le début. C'était cet homme qui avait envoyé la lettre anonyme accusant la nounou de meurtre. Ce jour-là, un voisin aperçut le mystérieux personnage livrer une autre lettre à la maison voisine. Soupçonnant immédiatement qu'il y avait quelque chose qui clochait, ils se préparèrent à jeter un coup d'œil eux-mêmes. Mais cette scène fut observée par Junho. Tout s'expliquait désormais, c'était ce voisin méprisable qui avait écrit la lettre. Tout ce temps, il avait accusé à tort sa propre nounou. À ce moment-là, Monica sortit de la maison. Elle griffonna 4 caractères en gras sur le mur du voisin.
protéger la famille. Cela rendit le voisin tellement furieux qu'il appela immédiatement la police. Min-sok, qui s'était enfui, a été rappelé à la maison. Le voisin a déclaré qu'une famille sans mère manquait totalement de bonne manière. Le fils aîné de la famille, considéré comme le meneur, devait être emmené par la police. Mais alors, Min-sok, d'habitude timide, s'est soudainement avancé, suppliant le voisin de ne pas porter plainte. Pour la première fois, ce père inadéquat a montré un aperçu d'affection paternelle devant ses enfants. Jin-woo n'était pas un mauvais garçon. En tant que fils aîné, il avait un fort sens des responsabilités et voulait protéger sa famille. Mais la voisine a insisté sur le fait qu'il fallait être ferme avec les enfants pour éviter qu'ils ne commettent des méfaits plus graves plus tard. Elle a ajouté qu'elle pourrait laisser tomber si Min-sok s'agenouillait et lui présentait ses excuses. Avant qu'elle n'ait pu terminer, Min-sok s'était déjà mis à genoux. Les enfants sont restés là, stupéfaits, à regarder la scène se dérouler. À ce moment-là, Monica a lancé un regard noir, s'est retournée, a attrapé un balai dans la cuisine et s'est dirigée d'un pas décidé vers la voisine. Le voisin recula, effrayé. Finalement, la police exigea qu'ils effacent tous les graffitis. Cela faisait longtemps que la famille n'avait pas ressenti cela depuis le décès de maman. Mais alors que tout le monde savourait ce bonheur tant attendu, Ji-yeon rentra à la maison, fut témoin de la scène et entra dans une rage folle. Elle se tourna vers son père pour lui dire « Comment oses-tu rester assis là à manger ?» Jin-woo demanda à sa sœur ce qui s'était passé. De manière inattendue, Min-sok se leva, visiblement mal à l'aise, prêt à partir. Il s'est avéré que plus tôt dans la journée, Ji-yeon avait voulu discuter avec son père du licenciement de la nounou. Min-sok, ravi de recevoir l'appel de sa fille, lui a dit de l'attendre à l'hôtel. Mais dès qu'il a raccroché, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait vraiment pas. La bague en diamant avec laquelle il comptait demander sa subordonnée en mariage était encore à l'hôtel. Sa femme était décédée 2 mois auparavant. Min-sok s'est précipité à l'hôtel, déterminé à ne pas se faire voir par sa fille. Mais alors qu'il entrait dans l'ascenseur, Monica arriva au moment le plus inopportun, cherchant à obtenir sa signature. Min-sok s'en moquait bien à ce moment-là. Mais lorsqu'il arriva à la porte, celle-ci s'était déjà ouverte. À l'intérieur de la chambre, Ji-yeon se tenait debout, tenant la bague en diamant, fixant son père du regard. Ji-yeon jeta la bague et sortit en trombe. Elle ne s'attendait pas à ce que, en rentrant chez elle ce soir-là, elle soit témoin d'une scène aussi réconfortante. Finalement, Min-sok fut une fois de plus chassé du domicile familial. Min-sok demanda à la gouvernante « On dit que l'amour maternel est instinctif, tandis que l'amour paternel s'apprend. Mais est-il vraiment impossible pour quelqu'un comme moi de suivre mon cœur et de rechercher mon propre bonheur ?» Ce jour-là, Monica recommença ses méfaits. Cette fois-ci, elle était allée jusqu'à kidnapper la fille aînée de son employeur. Elle ne prêta aucune attention aux protestations de Ji-yeon, s'empara de la jeune fille et se retourna pour partir. Alors que Ji-yeon luttait pour s'échapper, on frappa à la porte. Monica avait cloué la porte. Au moment où elle apportait le repas, elle vit Ji-yeon enfoncer la porte. Ji-yeon repoussa Monica et s'enfuit. Mais Monica la poursuivit sans relâche, ne lui laissant aucune échappatoire. Ji-yeon se réfugia sur le balcon, pensant être en sécurité. Mais lorsqu'elle se retourna, Monica avait fait le tour par un autre chemin. Ji-yeon paniqua encore plus et trébucha. Dévalant les escaliers, Monica s'approcha lentement et releva Ji-yeon. Contre toute attente, elle coupa le ruban adhésif qui liait les mains de Ji-yeon. Puis elle lui demanda « Tu veux toujours mourir ?» Il s'avéra que Ji-yeon avait prévu de s'enfuir avec un garçon pour venger son père. Contre toute attente, après avoir attendu toute la journée à la gare, le garçon ne s'est jamais présenté. Quand elle a finalement réussi à le retrouver, elle a découvert qu'il n'en avait parlé que pour la taquiner. Plus tard, Ji-yeon a rencontré un homme plus âgé dans la rue qui lui a proposé de l'argent pour l'emmener. Cette scène a été observée par une camarade de classe qui a pris des photos, lesquelles se sont immédiatement répandues sur Internet. Le professeur principal a immédiatement confronté Min-sok, déclarant que l'incident avait gravement nui à la réputation de l'école et exigeant une sanction sévère. Pendant ce temps, Ji-yeon a vu sa propre photo circuler dans l'école via son téléphone. Désemparée, elle a aperçu ses jeunes frères et sœurs qui la cherchaient, mais elle ne s'est pas approchée d'eux. Au lieu de cela, elle s'est silencieusement dirigée vers la rivière où sa mère s'était suicidée. Ji-yeon s'est soudainement souvenu des paroles de son grand-père, la mort de sa mère était entièrement de sa faute. Si elle n'avait pas été conçue accidentellement, sa mère n'aurait jamais épousé son père. Heureusement, Seon-mi est apparu au moment critique et l'a serré dans ses bras. Il s'est avéré que Seon-mi l'avait suivi tout ce temps. De retour à la maison, Ji-yeon a ordonné à Monica de la tuer. À ce moment-là, son père et ses frères et sœurs sont revenus précipitamment. Ji-yeon a dit à Monica qu'elle ne trouvait plus de raison de vivre. Mais Monica a répondu que si quelqu'un mourait, il y aurait des personnes qui pleureraient et souffriraient de sa perte. Ji-yeon a regardé ses jeunes frères et sœurs en pensant que si seulement son père et cette femme se séparaient, si leur père leur prouvait qu'il les aimait, elle lui pardonnerait. Ce jour-là, les enfants ont demandé à Monica où était leur famille. Contre toute attente, la réponse fut « Je les ai tués ». Les enfants se sont rendus à l'agence domestique pour se renseigner sur les antécédents de Monica. Monica a averti le directeur de ne rien divulguer sur son passé. À partir de maintenant, elle ne répondrait plus à aucune question. Sachant qu'ils avaient été découverts, les enfants se sont levés, refusant de croire que Monica avait tué quelqu'un. Ils n'ont trouvé aucune information à ce sujet sur Internet. Monica a déclaré que s'ils insistaient pour connaître son passé, elle démissionnerait. Les enfants n'ont donc pu que se contenter de demander à Monica de transmettre un message à leur père. Ils lui ont dit qu'ils pouvaient rentrer à la maison, mais à une condition, ils devaient rompre avec cette femme. Après tout, leur mère était décédée 2 mois auparavant seulement. Cependant, Min-sok a répondu qu'il ne pouvait pas encore quitter cette femme. Aujourd'hui,
J'ai réalisé que je l'aimais toujours. Monica demanda comment elle devait répondre aux enfants. Minsock demanda à Monica de ne pas parler de cette affaire aux enfants pour l'instant. Lorsque Monica rentra à la maison, les enfants lui demandèrent avec inquiétude ce que leur père avait dit. Il leur répondit qu'il ne leur dirait rien pour l'instant. À ce moment-là, leur grand-père avait découvert la vérité derrière la mort de sa fille. Tajin se tenait au bord de la rivière, jurant à sa fille qu'il la vengerait. Il composa ensuite le numéro de son gendre, exigeant de le rencontrer. Les enfants virent que leur père était rentré à la maison. Ils pensèrent qu'il avait changé d'avis, qu'il avait rompu avec cette femme et qu'il était revenu vivre avec eux. Alors que les enfants attendaient que leur père leur donne des réponses, leur grand-père arriva. Tajin entra et présenta immédiatement une renonciation à la garde à Minsock pour qu'il la signe. Face aux accusations et aux coups constants de leur grand-père, les enfants commencèrent à se sentir désolés pour leur père. Voyant cela, Tajin se mit à se lamenter que sa fille décédée n'en valait pas la peine. Il réprimanda les enfants, les traitant de misérables ingrats. Minsock se leva soudainement et réprimanda son beau-père avec colère, déclarant qu'il n'avait pas le droit de parler de ses enfants. Leur avez-vous déjà acheté un seul crayon de toute leur vie? Furieux, Tajin saisit immédiatement un objet, avec l'intention de tuer son gendre. Monica, cependant, se stabilisa et saisit fermement le bras de Tajin. L'instant d'après, elle jeta Minsock au sol. Ce jour-là, Sora vint soudainement voir Minsock en larmes, affirmant qu'elle avait été trompée par le directeur Kui. Elle ne s'attendait pas à ce que le directeur Kui annonce soudainement ses fiançailles avec la fille de son supérieur. Il prit rapidement ses distances avec elle et la poussa à démissionner volontairement. Voyant Sora dans un état si pitoyable, Minsock décida immédiatement d'affronter le directeur Kui. À ce moment-là, Sora dit soudainement avec une profonde émotion, « Alors, peux-tu prendre la responsabilité de mes actes ?» Remarquant l'hésitation de Minsock, elle s'empressa d'ajouter que ce n'était qu'une blague. Au moment où Sora ouvrait la porte, Monica apparut derrière elle, arrivée sans se faire remarquer. La scène devint extrêmement gênante. Monica informa Minsock que les enfants avaient dit qu'ils pouvaient rentrer à la maison, mais à condition qu'il rompe tout lien avec cette femme malveillante. Monica déclara que c'était la dernière chance que les enfants lui donnaient. Lorsque Monica sortit de l'hôtel, Sora l'attendait déjà à l'entrée. Sora a bombardé Monica de questions, exigeant de connaître ses motivations et pourquoi elle continuait à saboter ses plans. Se pourrait-il que, comme moi, vous vouliez être la maîtresse de cette maison? Le lendemain, Minsock, fou d'amour, a confronté le directeur Kui, cherchant à défendre Sora. Sora a regardé la scène se dérouler, profondément ému. La conséquence, cependant, a été le licenciement pur et simple de Minsock de l'entreprise. Sans emploi, Minsock a cherché Monica, déterminé à rentrer chez lui et à s'occuper des enfants. Mais il a découvert qu'il avait perdu la pierre familiale représentant leur père. Il désespérait que les enfants ne lui pardonnent jamais. À ce moment-là, Sora tenait cette pierre dans sa main, profondément émue. Elle s'est souvenue comment Minsock s'était battu farouchement pour elle ce jour-là. Monica a alors raconté aux enfants le licenciement de Minsock et la perte de la pierre familiale, qui le rendait trop honteux pour rentrer chez lui. Les enfants l'ont tous rassuré en lui disant que tout allait bien et ont exhorté Monica à ramener leur père. Leur père était assis au bord de la rivière, profondément repentant de ses actes. Heureusement, les enfants sont arrivés juste à temps. Ayant déjà perdu leur mère, comment auraient-ils pu supporter de perdre aussi leur père? Minsock a promis aux enfants qu'il étudierait dur pour devenir un bon père. Hier, il s'est rendu à l'hôtel pour faire ses valises et se préparer à rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, les appels et les messages de Sora ont recommencé. Pour la première fois, Minsock ne répondit pas à cette femme. Les enfants commencèrent à se demander si Monica était peut-être la réincarnation de leur mère. La cuisine de Monica avait exactement le même goût que celle de leur mère. Jimin remarqua que les mains de Monica étaient toujours glacées lorsqu'il les tenait. Juné nota également que depuis que Monica vivait avec eux, il ne l'avait jamais vu manger quoi que ce soit. Elle ne souriait jamais et ne montrait jamais de colère. Jinwo suggéra alors de tester le terrain. Après en avoir discuté, ils émirent l'hypothèse que les fantômes ne consommaient peut-être pas de nourriture terrestre. Peu après, les enfants apportèrent un gâteau à Monica. Contre toute attente, Monica ne leur prêta aucune attention. Par la suite, les enfants commencèrent à sonder l'identité de Monica par divers moyens. Mais toutes leurs tentatives échouèrent. Finalement, même Minsock commença à avoir des doutes. Ainsi, toute la famille proposa de réserver un restaurant pour le week-end afin d'offrir un bon repas à Monica et de discuter avec elle. Contre toute attente, Monica refusa catégoriquement lorsqu'elle entendit cela. Mais Jimin déclara que si Monica n'y allait pas, elle-même ne mangerait plus jamais. Monica elle-même ne comprenait pas pourquoi elle avait accepté sans raison apparente de se rendre au restaurant ce week-end-là. Mais deux invités indésirables étaient également présents au restaurant. Et c'est alors que l'inattendu se produisit. Alors que Monica passait devant leur table, elle entendit soudain une voix familière. Elle se retourna brusquement, le regard rivé sur l'homme inconnu qui se tenait devant elle. Au milieu de la stupéfaction générale, elle le poussa violemment au sol. Serrant les dents, Monica cria le nom de C1, lui demandant pourquoi il n'était pas mort. Mais l'homme devant elle agissait comme s'il n'avait aucun souvenir de Monica. Après avoir quitté le poste de police, Monica semblait avoir pris une décision. Elle prit l'initiative de révéler son secret à tout le monde. Il s'avéra que pendant ses années universitaires, Monica avait donné des cours particuliers à un étudiant souffrant de troubles psychologiques, l'aidant avec succès à terminer ses études. Mais de manière inattendue, cet étudiant se mit ensuite à poursuivre Monica de manière pathologique. Monica n'avait d'autre choix que de fuir à l'étranger, où elle passa quelque temps à faire du bénévolat. C'est là qu'elle rencontra son mari et donna naissance à un fils. Mais leur bonheur ne dura que quelques années avant que cet homme ne réapparaisse. Un jour,
C1 attira Monica hors de leur maison. De manière inattendue, quelques instants après son départ, un violent incendie se déclara dans sa maison. Alors que Monica se précipitait pour revenir, elle pouvait clairement entendre les cris de son fils qui appelait à l'aide. Finalement, son mari et son fils périrent tous deux dans les flammes. Peu après, le corps de C1 fut également retrouvé par la police. La grand-mère, accablée de chagrin, croyait que c'était l'homme avec lequel Monica avait conspiré qui avait tué son fils et son petit-fils. Pour se punir, Monica s'interdit dès lors de sourire à nouveau, s'interdit de ressentir la moindre émotion humaine. Toutes les personnes présentes ne purent s'empêcher de verser des larmes. Mais à ce moment précis, Monica remit officiellement sa démission. Jimin, comme hors de lui, se précipita à sa suite, insistant pour partir avec Monica. À son insu, elle en était venue inconsciemment à considérer Monica comme sa mère. Monica se figea à proximité, les larmes aux yeux, mais elle s'éloigna sans se retourner, car elle devait vérifier par elle-même si cet homme était bien C1. La poursuite de Monica fut rapidement détectée. Contre toute attente, l'homme l'invita chez lui. Elle allait l'observer de près pour déterminer s'il était bien le soi-disant C1. Car cet homme s'appelait désormais Inkeol, un rapatrié récent qui lançait sa propre entreprise. Il était également devenu le nouvel employeur de Sora et Minsok. Ce jour-là, Inkeol avait délibérément préparé un festin maison pour divertir le duo. Mais l'instant d'après, une révélation choquante eut lieu. Monica apparut en poussant un chariot chargé de nourriture. Minsok n'aurait jamais pu imaginer que Monica deviendrait l'aide-soignante d'Inkeol afin de découvrir la vérité. Il supplia Monica de rentrer à la maison, insistant sur le fait que les enfants lui manquaient terriblement. Mais Monica resta de marbre. Inkeol regarda Monica s'éloigner, le regard empreint d'une profonde affection. Il ouvrit ensuite le coffre-fort et en sortit une boîte ancienne. Le lendemain, les enfants, ayant appris la vérité, vinrent frapper à la porte. Ils étaient déterminés à ramener Monica à la maison. Mais leur plan consistait à voler les objets de valeur d'Inkeol. Cela obligerait Inkeol à renvoyer Monica. Les jeunes réussirent à s'emparer d'une boîte. Mais à ce moment-là, Monica entra. Nerveux, ils laissèrent tomber la boîte sur le sol. Monica dit aux enfants de partir immédiatement, leur promettant de s'en occuper elle-même. Alors qu'elle rangeait, Monica remarqua des photos éparpillées sur le sol. À ce moment-là, Inkeol entra. Il regarda avec colère la scène qui se déroulait devant lui. Il dit à Monica que la femme sur les photos était sa bien-aimée, aujourd'hui décédée. Inkeol expliqua que dès qu'il avait vu Monica pour la première fois, il avait senti qu'ils étaient des âmes sœurs. Et c'est pourquoi il l'avait amenée chez lui. À ce moment-là, deux inconnus firent irruption, n'autre que l'homme mystérieux qui avait autrefois harcelé Monica. Contre toute attente, Yoongo était un policier et un ami du mari de Monica. Toutes ces années, Yoongo avait enquêté sur l'affaire d'alors. Il interrogea les deux personnes séparément. Peu après, quelqu'un livra les informations personnelles d'Inkeol. Et cet Inkeol n'était en effet pas C1. Monica n'arrivait pas à y croire et se précipita à l'intérieur. Elle examina les documents méticuleusement, incapable d'accepter tout cela d'un seul coup. Minsok dit à Monica que tout était fini maintenant, qu'elle devait oublier le passé et rentrer à la maison avec lui. Les enfants souhaitaient en fait que Monica remplace leur mère décédée. Face à cette proposition, Minsok, à côté d'eux, devint instantanément nerveux. Monica refusa catégoriquement la demande des enfants sur le champ. Cet après-midi-là, Jimin se brûla accidentellement la main dans la cuisine. Voyant cela, Monica, toujours en pantoufles, prit Jimin dans ses bras et se précipita dehors. Heureusement, ils ont croisé le terrifiant Inkeol en chemin, qui les a escortés à l'hôpital. Cependant, voyant l'état agité de Monica, un changement s'est produit dans les yeux d'Inkeol. De retour à la maison, il s'est mis en colère, interdisant à Monica d'être à nouveau la mère d'un autre homme, car Monica lui appartenait exclusivement, parce qu'il était C1. Tout comme il avait secrètement assassiné le mari et le fils de Monica des années auparavant, il pouvait le refaire. Pendant ce temps, Monica, de retour à la maison, se trouvait de plus en plus sollicitée par les enfants. Minsok assista à cette scène avec une profonde satisfaction. Mais à leur insu, un visiteur indésirable était déjà arrivé à la porte. C'était C1, qui cherchait à briser leur famille. Il avait ordonné au policier Yoongo d'amener l'ancienne belle-mère de Monica à la maison. L'arrivée de la belle-mère plongea instantanément Monica dans une nouvelle agonie. Elle exigea que Monica ne soit jamais heureuse, qu'elle ne mène jamais une vie meilleure que la sienne. Comment pourrait-elle justifier cela auprès de son fils et de son petit-fils décédés? Face aux événements récents, les enfants prirent une décision, que Monica devienne leur mère et fasse partie de leur famille, afin qu'ils puissent la protéger au nom de leur lien de parenté. Contre toute attente, Monica refusa, mais C1 restait inquiet. Il devait s'assurer que Monica ne nourrissait aucun soupçon quant à sa nouvelle identité, tout en évaluant la profondeur de son attachement à cette famille. Le lendemain, C1 commença à tourmenter Sora, la forçant à l'aider à arracher Monica à cette famille. Fidèle à elle-même, Sora ne le déçut pas. Ce soir-là, elle fit boire Minsok, qui était crédule, jusqu'à ce qu'il soit complètement ivre. Elle téléphona alors immédiatement à Monica pour lui demander de venir le chercher chez Sora. Sora avait toujours pensé que Monica ne faisait que rivaliser avec elle pour la place de matriarche de la famille. Elle se mit à narguer Monica, insistant sur le fait que même si elle avait gagné le cœur des enfants, elle ne pourrait jamais conquérir celui de Minsok. Monica lui lança cependant un avertissement, qu'elle cesse de se mêler de la vie de Minsok. Les enfants venaient tout juste d'accueillir leur père. Sora, cependant, lui lança un regard provocateur, déclarant que leur guerre avait officiellement commencé. Dans le taxi, Monica lança un regard significatif à Minsok, qui était complètement ivre. En arrivant à la maison,
Elle tira Minsoc hors du taxi. Minsoc ne se souvenait de rien de la nuit précédente. Trop ivre pour se souvenir de quoi que ce soit. De manière inattendue, Monica lui tendit rapidement le reçu du taxi pour lui rafraîchir la mémoire. Elle déclara soudainement sa volonté de devenir la mère des enfants. À ce moment critique, Sora s'approcha de manière inattendue de Monica, annonçant qu'elle s'était réservé le rôle de maîtresse de maison. Sora organisa une rencontre avec Monica dans un endroit appelé Candy Café. En entendant cela, Monica sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. Elle récupéra rapidement dans le tiroir une carte de fidélité laissée par la défunte maîtresse. Elle appartenait à ce même café. Le relevé des transactions indiquait une visite le 13 mai. À ce moment-là, Gion rentra à la maison. Mais Monica lui posa brusquement une question étrange. Gion ne comprenait pas pourquoi Monica lui demandait la date du décès de sa mère. Une fois arrivée au lieu de rendez-vous avec Sora, Monica commanda d'abord un gâteau pour les enfants. Puis les deux femmes passèrent officiellement aux choses sérieuses. Sora offrit immédiatement à Monica une nouvelle robe, se moquant subtilement du statut modeste et du manque d'argent de la nounou, qui portait toujours la même tenue. Monica rétorqua directement qu'elle n'accepterait pas de pot de vin de la part de ses subordonnés. Sora, agitée et en colère, s'écria « Vous, la nounou, quand votre propre famille meurt, vous essayez de la remplacer par celle de quelqu'un d'autre. Vous exploitez ces enfants qui regrettent leur mère pour satisfaire vos propres désirs égoïstes. Mais malheureusement, un mariage sans amour ne peut tout simplement pas durer. » Les paroles de Sora eurent clairement un effet. L'expression de Monica changea, car Monica réalisa que la lettre de suicide de la défunte maîtresse contenait exactement les mêmes mots. De retour à la maison, Gion remarqua l'expression troublée de Monica et lui proposa de discuter. Mais elle formula une requête, en aucun cas la subordonnée de son père ne devait devenir leur mère. Le lendemain, Monica retourna au Candy Café, jetant un coup d'œil à la caméra de surveillance fixée au mur. Elle s'approcha d'une serveuse, prétendant avoir perdu un objet dans la maison auparavant. Elle demanda à voir les images du 13 mai. Après les avoir visionnées, Monica composa immédiatement le numéro de Sora. Sora, paniquée à la réception de l'appel, se précipita au café. Le fait d'apprendre que l'enregistrement était dépourvu de son la calma légèrement. Monica plaça alors la vidéo directement devant elle. Elle révéla que le jour même du décès de la mère des enfants, celle-ci avait rencontré Sora pour la première fois. Sora insista obstinément sur le fait que sans le son, même si elles s'étaient rencontrées, cela ne prouvait rien. Mais elle n'aurait jamais imaginé que Monica savait lire sur les lèvres. Il s'est avéré que Sora avait provoqué verbalement la mère de Gion ce jour-là. Cela avait poussé la mère de Gion au désespoir, la conduisant à mettre fin à ses jours, réalisant que son secret avait été découvert. Sora a paniqué. Monica a accepté de garder le secret, à condition que Sora l'aide à enquêter secrètement sur la véritable identité d'Inkeol. Il semblait que Monica n'avait jamais vraiment abandonné ses soupçons, bien que C1 se soit transformé en entrepreneur Inkeol, et ait même soudoyé la police pour vérifier son identité. Monica continuait de se fier à son instinct. Sora a commencé à rapporter régulièrement des détails suspects à Monica. Mais ce jour-là, Sora a été témoin de manière inattendue d'une crise soudaine du patron. Puis est venue une nouvelle qui l'a laissé complètement abasourdi. Le patron était atteint d'une maladie incurable, le syndrome J, et allait bientôt mourir. À ce moment-là, Sora a ressenti un étrange sentiment de soulagement. C'était donc cela le secret que le patron avait toujours essayé de cacher? Sora avoua qu'elle avait supposé que le patron cachait l'identité de C1. Mais à ce moment-là, le patron déclara brusquement « Je suis C1 ». Sora se figea, paniqué. C1 admit que c'était lui qui avait forcé Monica à s'exiler des années auparavant. C'était lui le coupable qui avait volé le sourire de Monica. Sora sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais n'osa pas s'enfuir. C1 déclara que toutes les preuves prouvant son identité avaient été détruites. Désormais, son seul défi était de posséder Monica. Il avait enfin révélé sa véritable nature. Inkeol avertit Sora « Si tu tiens à la vie, tais-toi ». Il exigea son aide pour effacer tout doute persistant que Monica pourrait avoir sur son identité. Mais ils sous-estimèrent tous deux l'intelligence de Monica. Ce soir-là, Monica apprit par Minsoc que son patron et Sora n'étaient pas venus travailler de toute la journée. Monica sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas et composa le numéro de Sora. Sora balbutia un mensonge, prétextant qu'il dormait chez lui. Mais à ce moment précis, Monica aperçut C1 qui raccompagnait Monica chez elle. Faisant le lien avec les événements passés, Monica comprit que le démon était bel et bien de retour. Inkeol était C1. Face à la famille qu'elle avait autrefois chérie, Monica s'apprêtait à mettre son plan de vengeance à exécution. Tout d'abord, invoquant le refus prolongé de Minsoc de signer la demande de mariage, déclarant officiellement qu'elle ne serait plus la mère des enfants, et qu'à partir de ce jour, elle accepterait officiellement la demande en mariage d'Inkeol. Ce jour-là, Monica refusa de laisser Jimin se joindre au repas familial, simplement parce qu'il ne s'était pas lavé les mains. Son frère et sa sœur observaient en silence, n'osant pas respirer. Après que Jimin se soit lavé les mains, Monica déclara qu'elle n'était pas assez propre, et exigea qu'il se savonne les mains pour s'assurer que chaque doigt soit bien frotté. Lorsque Jimin a pensé qu'il pouvait enfin se joindre au repas, Monica lui a brusquement saisi le poignet, parce qu'il ne tenait pas correctement ses baguettes. Gion, incapable de supporter ce spectacle, est intervenu, suggérant que sa petite sœur était encore jeune et pouvait apprendre progressivement. Monica a rétorqué en demandant quand exactement ils apprendraient. Après le repas, Monica est réapparue, et a ordonné à Jimin d'utiliser des baguettes pour ramasser ses jouets et les mettre dans une boîte. S'il en faisait tomber, il devait recommencer. Jimin courut en pleurant dans la chambre de maman. Monica l'a suivi aussitôt, exigeant que Jimin arrête de pleurer. Si tu n'arrives pas à apprendre à utiliser les baguettes,
Tu n'as pas le droit de pleurer. Les gens se moqueront de toi en disant que tu es une enfant que maman n'a pas éduquée. Jimin rétorqua, je déteste Monica. Mais les enfants ne savaient pas que Monica souffrait plus qu'eux. Son temps était compté. Depuis qu'elle avait découvert qu'Inkeol était C1, l'homme qui avait détruit sa famille des années auparavant, Monica avait faim d'accepter ses avances. Mais C1 n'était toujours pas convaincu qu'elle avait vraiment abandonné ses soupçons. Il mit donc en place son plan de séduction. Ce jour-là, il commença par choyer Monica comme d'habitude. Mais les enfants n'arrêtaient pas de l'appeler. C1 saisit l'occasion pour laisser Monica seule. C1 demanda à Sora, Monica est-elle toujours là? À son insu, Sora était un agent double envoyé par Monica. Elle le défia aussitôt, Monica a-t-elle le béguin pour vous? Sora rapporta que Monica semblait complètement abattue, comme une femme abandonnée par son amant. C1 répondit par un sourire satisfait. Au cours des jours suivants, C1 ignora délibérément Monica, la raillant avec des mots tout en l'observant silencieusement. Même lorsqu'il recevait des messages de Monica, il restait délibérément silencieux. Témoin de cela, Minsok a directement confronté son supérieur, exigeant que Monica ne soit pas traitée ainsi. Contre toute attente, C1 a déclaré, Monica a commencé à dépendre de moi. Mais il ignorait que tous les appels et messages entre lui et Monica avaient été enregistrés. Chaque message de Monica était méticuleusement rédigé. Anticipant les réponses de C1, Monica avait l'intention de rassembler ces fragments pour orchestrer une opportunité. Mais ce jour-là, un rebondissement inattendu s'est produit. Jimin, craignant que Monica ne soit emmenée, s'est précipitée seule chez C1 pour négocier. Elle a déclaré qu'elle voulait que la sœur de Monica soit sa mère, suppliant son oncle de ne pas lui enlever Monica. En entendant cela, C1 a esquissé un sourire sinistre. Peu après, Minsok a reçu un appel l'informant que sa plus jeune fille avait disparu. Monica laissa tomber le téléphone et se précipita dehors comme si elle était possédée. Elle n'osait imaginer que C1 puisse perdre la tête et tuer Jimin. Pourtant, Jimin avait dit à Monica que son oncle lui avait acheté de nombreux cadeaux. Cette scène semblait trop familière à Monica. À l'époque, C1 avait charmé son fils exactement de la même manière. Monica s'efforça de rester calme, déterminée à ne laisser C1 détecter aucune faille. Après avoir emmené Jimin, Monica lui cria dessus pour la première fois. Elle lui avait demandé de promettre de ne plus jamais rencontrer cet homme seul. Minsok avait été témoin de cette scène. Soudain, Minsok avait compris, remarquant le comportement étrange de la nounou et se souvenant des événements passés. Il avait lui aussi commencé à s'interroger sur la véritable identité de C1. Monica avait compris qu'elle devait agir immédiatement. À partir de ce moment, les enfants avaient remarqué que leur nounou avait changé, devenant inhabituellement stricte. Ils ne savaient pas que Monica avait décidé de mettre son plan à exécution 2 jours plus tôt que prévu. Mais une fois commencé, le résultat était incertain, cette séparation pourrait bien être la dernière. Monica se rendit d'abord à l'agence domestique pour trouver une nounou de remplacement. Jion adorait chanter. Chaque matin, Monica devait insister pour qu'elle prenne ses vitamines et boive du thé au pamplemousse. Avec le concours radiophonique imminent, elle ne pouvait absolument pas attraper froid. Junho s'était découvert une passion pour la cuisine. Même si cela s'avérait fastidieux, Monica ne devait jamais décourager ses études culinaires. Quoi qu'il prépare, elle devait le féliciter en le trouvant délicieux afin de renforcer sa confiance. Juné était frêle et devait manger davantage. À ce moment-là, une alarme retentit, rappelant à Monica qu'il ne restait plus que 2 jours avant le départ. De retour à la maison, Jimin brandit une pierre de cristal violette pour que Monica la voie. C'était la pierre familiale qu'elle avait soigneusement choisie pour Monica. Seuls les membres de la famille pouvaient la posséder. Même la tante qui habitait à proximité n'en avait pas. Monica prit lentement la pierre. Sous le regard de la petite fille, elle la jeta directement à la poubelle et se retourna pour partir. Pourtant, elle s'était retirée dans un coin, faisant ses derniers efforts avant son départ. Elle compila des recettes pour Junho et corrigea les devoirs de Juné, n'osant pas perdre une seule minute. Ce n'est que lorsque Jimin s'endormit qu'elle osa se faufiler pour la regarder. L'alarme retentit à nouveau, marquant le dernier jour du compte à rebours. Monica entra dans la maison comme d'habitude. Les enfants se dépêchèrent d'aller à l'école comme d'habitude. La maison était à nouveau vide. Avec Monica, elle n'avait jamais souri. Pourtant, à son insu, les enfants avaient peu à peu commencé à la considérer comme leur mère. Après avoir préparé le dernier dîner, il était bientôt l'heure de quitter le travail. Monica dit au revoir à tout le monde. Cependant, comme elle avait reproché à Jimin de ne pas savoir utiliser les baguettes pendant le dîner, Jimin boudait toujours Monica. Monica partit avec regret. Le lendemain, elle allait enfin venger son mari et son fils. Pour terrasser son ennemi, Monica fit d'abord semblant d'accepter la proposition de C1. Ce jour-là, C1 loua une villa à la campagne, dans l'espoir de passer un moment intime avec Monica. Mais dès son arrivée, Monica commença par inspecter les lieux, à la recherche d'une arme pour accomplir sa tâche. Pendant ce temps, C1 s'affairait dans la cuisine, cuisinant comme un mari dévoué. Alors qu'il s'apprêtait à aller plus loin, un appel opportun du propriétaire l'interrompit. Il lui demandait d'aller chercher de l'essence dans la cave pour le chauffage. À ce moment précis, Yoongo, le complice de C1, reçut un appel mystérieux. Son expression s'assombrit lorsqu'il entendit le message, et il se rendit directement à la villa. En chemin, Yoongo essaya d'appeler C1 à plusieurs reprises, mais la ligne restait coupée. À l'intérieur de la villa, Monica annonça soudainement à C1 qu'elle avait l'intention de prendre une douche. En entendant cela, C1 afficha un sourire satisfait. À son insu, Monica a ouvert le robinet de la douche et s'est éclipsée discrètement, utilisant le bruit de l'eau qui coulait pour se couvrir. Peu de temps après,
C1 s'est retrouvé attaché à une chaise par Monica. Il a finalement compris que sa couverture avait été compromise. Monica a exigé que C1 lui raconte en détail comment il avait assassiné son mari et son fils il y a des années. Toutes les preuves avaient été détruites, ne laissant aucun recours juridique pour le punir. C1 était assis là, l'air suffisant, jouant avec Monica. Il a délibérément ravivé ses souvenirs douloureux. Monica déclara soudainement: te tuer serait trop simple. Tu viens de rater ta dernière chance de demander grâce. Il reste une personne qui peut vérifier ton identité. Et cette personne est déjà en route. Alors que C1 était sous le choc, Monica passa un enregistrement. Quelques instants plus tôt, pendant que C1 était descendu chercher de l'essence, Monica avait utilisé son téléphone pour appeler Youngo et lui faire écouter l'enregistrement. À ce moment précis, Youngo approchait des lieux, marmonnant des jurons entre ses dents. Il n'avait aucune idée des preuves incriminantes que C1 avait laissées derrière lui. Il s'avéra qu'il y a des années, alors qu'il avait reçu l'ordre d'appréhender le meurtrier C1, il avait accidentellement percuté et tué un passant pendant la poursuite. Dans un moment de panique, C1 était apparu. C'est ainsi que leur collaboration avait commencé, transformant le corps du passant en celui de C1, qui s'était soi-disant suicidé par culpabilité. De retour à la villa, Monica déchira soudainement ses vêtements sous le regard choqué de C1. Elle se déguisa ensuite en victime et s'enfuit à l'extérieur. C1 se débattait désespérément dans la pièce, mais Monica avait déjà pris la voiture pour rejoindre Youngo. Il supposa que C1 avait révélé des preuves, amenant Monica à découvrir sa véritable identité. N'ayant pas d'autre choix, Youngo ramena Monica à la villa. En entrant dans la pièce, il repéra immédiatement C1 ligoté. Au moment où ils se rencontrèrent, ils tombèrent dans le piège que la nounou leur avait tendu. C1 demanda d'abord à Youngo d'éteindre la caméra. Les deux hommes pensaient que l'autre avait été pris en flagrant délit. Ils profitèrent de l'absence de Monica pour examiner d'urgence où leur plan avait déraillé. À leur insu, toute leur conversation avait été enregistrée. Monica luttait contre le temps, transférant frénétiquement les preuves sur son téléphone. À ce moment-là, Youngo sortit de la pièce à la recherche de Monica. Son regard se posa sur l'échelle à l'extérieur, et il se figea. Un sentiment d'appréhension l'envahit. À l'intérieur de la pièce, C1 attendait anxieusement que Youngo ramène Monica. Mais alors, C1 a remarqué quelque chose. Il s'est approché furtivement, puis a saisi la caméra dans sa main. Submergé par le désespoir, il s'est avéré que la caméra à l'avant n'était qu'un leurre. Monica est sortie lentement. Le résultat était déjà décidé, car elle avait déjà transmis les preuves qu'elle venait d'enregistrer à Minsoc. Mais Minsoc, inquiet pour sa sécurité, était déjà arrivé à l'entrée de la villa. Minsoc transmit les preuves à Sora, la pressant d'appeler immédiatement la police. Youngo entra alors, déclarant que tout était fini. La police venait de l'avertir. La seule chose qui lui restait à faire était de se rendre. C1 s'approcha soudainement par derrière et le frappa jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Monica avait sous-estimé la dépravation de C1. Il s'avéra que C1 était revenu dans le pays uniquement pour assouvir une obsession. Il voulait que Monica tombe amoureuse de lui avant de mourir, puis l'emmène avec lui au paradis dans ses derniers instants. C1 exigea de savoir si Monica l'avait jamais aimé. Ne serait-ce qu'un instant. C'était lui qui avait attaché le fils de Monica à une chaise et l'avait brûlé vif il y a toutes ces années. Les flammes devinrent plus violentes, et une épaisse fumée se mit à s'élever. C1 supplia Monica de lui accorder un seul sourire. Mais elle refusa. Il était complètement désespéré. Il avait l'intention d'en finir, comme il l'avait fait des années auparavant. Mais à ce moment précis, Minsoc apparut soudainement. Pourtant, la seconde d'après, Minsoc, épuisé, était cloué au sol. C1 se transforma en démon, rampant pas à pas vers Monica. Monica ferma calmement les yeux. Mais à ce moment-là, Minsoc hissa Monica sur son dos et se mit à courir vers la sortie. Mais une main saisit sa cheville. Minsoc se retourna juste au moment où un rayon s'abattit. À l'hôpital, Monica gisait inconsciente. Les enfants se tenaient en rang ordonné près de son lit. Ils avaient perdu leur mère. Le ciel leur avait envoyé Monica. Comment pourraient-ils supporter de la perdre à nouveau? Bientôt, les médias rapportèrent en détail les atrocités commises par C1. C1 reçut le châtiment qu'il méritait. Les enfants pensaient que Monica, désormais libérée de son fardeau émotionnel, accepterait sûrement de devenir leur nouvelle mère. Contre toute attente, Monica disparut après avoir pris sa revanche. Elle était constamment hantée par la malédiction que sa belle-mère lui avait jetée des années auparavant. La punir à vie en lui interdisant de sourire. Pendant toutes ces années, la belle-mère n'avait jamais révélé où étaient conservées les cendres du mari et du fils de Monica. Monica la supplia de lui permettre de voir sa famille. Entre-temps, les enfants apprirent par le directeur de l'agence de ménage que la belle-mère de Monica était tout à fait méprisable. Elle avait secrètement pris tout l'argent de l'indemnisation, ne laissant pas un seul centime à Monica. Après 5 longues années, Monica revit enfin le mari et le fils qu'elle avait tant désiré jour et nuit. Des larmes de tristesse coulaient sur son visage tandis qu'elle disait à sa famille qu'elle était désolée. Monica s'effondra sur le sol, sanglotant de manière incontrôlable. Le propriétaire de l'agence et Tajin confrontèrent Asouk en personne. Ils exigèrent qu'elle présente ses excuses à Monica et retire ses malédictions vicieuses. Mais Asouk refusa, jurant qu'elle préférait mourir plutôt que de se plier à leur volonté. Tajin répliqua que sans excuse, ils engageraient des avocats pour récupérer chaque centime de l'indemnité exorbitante qu'elle avait saisie. À ces mots, Asouk s'adoucit immédiatement. À ce moment-là, Monica arriva. Min Seok arriva. Les enfants arrivèrent tous. Ils vinrent tous se tenir aux côtés de Monica, car aujourd'hui était le jour où Asouk devait présenter ses excuses officielles à Monica. Mais aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que cette vieille sorcière puisse être aussi méchante. À ce moment-là, Asouk présenta lentement et délibérément ses excuses à Monica. Elle déclara qu'elle retirait la malédiction qu'elle avait jetée sur Monica.
celle qui lui interdisait de sourire à nouveau, et sa malédiction selon laquelle Monica ferait mieux de rejoindre son fils et son petit-fils dans l'au-delà. Tout le monde poussa un soupir de soulagement pour Monica en entendant cela. Mais Asuka exigea alors que Monica ne fonde jamais de famille, ne devienne jamais la femme d'un autre homme et ne soit jamais la mère d'un autre enfant. Sa raison? Le mari et le fils de Monica étaient enterrés dans cet endroit glacial. Asuka déclara que Monica était responsable de la mort de son fils et de son petit-fils. Que vous en teniez compte ou non, dit-elle. C'est à votre conscience d'en décider. Tajin était tellement en colère qu'il faillit s'en prendre à Asuka. Minsok protesta en disant que Monica sortait enfin de son deuil. Comment pouvait-on être aussi cruel? De manière inattendue, Asuka se retourna et déclara: si vous avez aimé mon fils et mon petit-fils, vous devez honorer votre promesse. Les enfants étaient furieux, craignant que Monica ne fasse quelque chose de désespéré. À ce moment-là, leur père trouva Monica, sous le clair de lune, assis sur un banc. Minsok lui ouvrit son cœur. Il espérait que Monica deviendrait sa femme. Minsok sortit soudainement le formulaire de demande de mariage tamponné. Les enfants étaient ravis d'apprendre que leur père avait demandé Monica en mariage. Ils avaient hâte que Monica entre bientôt dans leur foyer en tant que nouvelle mère. Ce jour-là, Minsok s'approcha du portrait de sa défunte épouse. Il jura de s'efforcer de devenir un père digne de ce nom. Il s'agissait en fait de l'anniversaire de leur mère, mais aucun des enfants ne s'en souvenait. Pendant ce temps, Seonmi préparait une soupe aux algues. En se rappelant comment sa sœur avait toujours rendu ses anniversaires spéciaux, Seonmi eut les larmes aux yeux, contre toute attente. Malgré le rappel de la soupe aux algues, les enfants ne s'en souvenaient toujours pas. Pendant le dîner, leur future belle-mère Monica se tenait à proximité, Seonmi hésitant à parler de loin. À leur insu, Monica se préparait à quitter cet endroit, car son cœur était toujours attaché à son défunt mari et à son fils. À ce moment-là, Seonmi fit part de son inquiétude à Monica, expliquant que les enfants étaient sur le point d'oublier leur propre mère, qui pensait constamment à elle. Monica assura à Seonmi qu'elle s'occuperait de la question comme il se doit. Le lendemain, Monica chercha Minsok et accepta de manière inattendue sa demande en mariage. Au milieu des acclamations jubilatoires et de l'accueil chaleureux des enfants, Monica arriva à la maison pour devenir officiellement leur nouvelle mère. Mais à partir de ce jour, les enfants remarquèrent que Monica avait brusquement changé. Les repas furent réduits de moitié, toutes les activités de loisirs interdites. Pire encore, Monica insista pour jeter les photos de leur mère, et ordonna aux enfants de jeter la pierre familiale représentant leur mère. Monica déclara qu'ils devaient choisir entre leur mère biologique et elle. Comment les enfants auraient-ils pu abandonner leur propre mère? Ils se heurtèrent violemment à Monica. À ce moment-là, Monica rendit la pierre représentant leur mère et partit seule. Ce n'est qu'alors que les enfants comprirent le sens profond des paroles de Monica. Monica confia à Minsok qu'aucun d'eux n'était vraiment prêt pour le mariage. Minsok fit alors une demande, que Monica passe un Noël avec eux avant de partir. Monica prépara un gâteau pour les enfants, et la famille partagea un moment de joie. Dans un état second, Monica crut apercevoir son fils décédé s'approcher d'elle. Le garçon lui montra fièrement la nouvelle montre et le nouveau chapeau que son père lui avait acheté. Il s'avéra que Monica avait porté la même tenue tout au long de la pièce, car cette robe et ce chapeau étaient les derniers biens que son mari et son fils lui avaient laissés. Pour aider Monica à sortir de sa mélancolie, la famille élabora secrètement un plan. Monica regardait la file de personnes avec perplexité. L'instant d'après, les enfants se mirent à faire toutes sortes de pitreries avec beaucoup d'énergie. Tout cela pour aider Monica à se libérer du poids de son chagrin et à sourire à nouveau. Contre toute attente, Monica retenait toujours son rire. Le soir de Noël, Monica s'assit à la place de la maîtresse de maison. C'est alors que Minsok demanda soudain à Monica de faire une dernière chose. Il voulait que les enfants voient Monica sourire. Tous les regards étaient fixés sur le visage de Monica. Le temps semblait s'être ralenti à cet instant. Monica sourit pour la première fois. En voyant son sourire, tout le monde se sentit inexplicablement ému aux larmes. La chaleur des enfants fit fondre le cœur gelé de Monica. Monica, à son tour, comble le vide de la maternité avec son affection sincère. À cet instant, ils sont devenus une famille les uns pour les autres. Mais la séparation est inévitable. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Et certaines rencontres ne peuvent durer que si le moment est opportun. Jimin conclut un pacte avec Monica: si jamais elle revient, elle devra sonner 3 fois à la porte. C'est ainsi que Monica part, le cœur lourd. Au cours de la longue année qui suit, les enfants ne donnent aucune nouvelle. Mais leur nostalgie ne cessa jamais. Cette année-là, Tajin commença officiellement à sortir avec la propriétaire de l'agence de ménage. Seonmi trouva également sa moitié. Les ambitions professionnelles de Minsok devinrent de plus en plus prometteuses. Sora, quant à elle, se rendit aux Philippines en tant que volontaire pour expier sa culpabilité. La vie des enfants continua comme avant. Mais Jimin remarqua que cela faisait exactement 1 an aujourd'hui que Monica était partie. Alors que tout le monde préparait le dîner comme d'habitude, la sonnette retentit soudainement. Tout le monde s'est figé. Puis la sonnette a retenti une deuxième fois. Au milieu de leurs espoirs, un troisième carillon a retenti. Jimin s'est précipité pour ouvrir la porte. Mais ce n'était que le nouveau voisin d'Aak en grave côté. La lumière dans les yeux de Jimin s'est instantanément éteinte. Comme guidée par le destin, elle a poussé la porte une fois de plus. C'était Monica. De retour. À présent, tous les visages rayonnaient de joie. Enfin, puissiez-vous aussi, qui regardez depuis votre écran, trouver le bonheur chaque jour qui passe.